Bon après-midi, bonjour à tous. Nous allons maintenant entamer notre deuxième séance, notre deuxième panel consacré au secteur de l'industrie intitulé Une feuille de route pour renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité. Donc, nous avons nos chers panélistes qui vont y participer et ce sera donc présidé par le modérateur, M. Ahmededdine Hessine, rédacteur en chef du journal Al-Shorouk et député au Parlement égyptien, avec la participation de Dr Cherif El Gabali, président du comité des affaires africaines au Parlement égyptien et président du comité de coopération africaine à la Fédération des industries égyptiennes, Dr Majed Georges, ancien président du Conseil d'exportation des industries médicales et pharmaceutiques, Dr Kimoko Diakité, ambassadeur du Sénégal au Caire, le ministre plénipotentiaire, M. Fadel Yacoub, négociateur en chef adjoint pour les affaires de l'Afrique du commerçant, M. Abdellatif Olama, PDG de Jumia, Égypte, ainsi que son Excellence M. Medhat El-Melighi, conseiller principal pour les affaires gouvernementales et internationales à la société MAG. Donc, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. J'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous dans cette institution prestigieuse et historique, et ça me fait plaisir d'être le modérateur de cette séance. En tant que journaliste égyptien, je suis intéressée par les affaires africaines et j'ai eu l'honneur de participer en juin dernier à une visite importante avec Dr Cherif El Gabali, M. Badr Abdelghati, à destination de 6 États africains en 7 jours. J'avais donc des illusions diverses en ce qui concerne l'intégration, tout comme il en est le cas pour l'intégration, la complémentarité arabe, lorsqu'on en discute et qu'on découvre que le taux d'intégration, ça ne dépasse 8 à 10%. Donc, en parlant de l'intégration économique, il y a en fait un état des lieux douloureux qu'on n'arrive pas à dépasser. On a 1,5 milliards en Afrique, alors que le PIB est inférieur à un seul État des grandes superpuissances. Le taux du commerce intra-africain est inférieur à 10 milliards de dollars, dont 2 milliards d'imports et 7 milliards d'exports. Alors, en ce qui concerne le commerce, donc, est en moyenne taux de 15%. Ce sont des chiffres, en fait, qui causent un choc. Nous avons de grands rêves. Et dans le cadre de cette réunion, alors, ce qui importe, c'est ne pas juste de décrire la situation, mais il faut, en fait, réfléchir à trouver des solutions à cet état de fait. Puisque nous organisons plein de conférences, plein d'événements, mais aucune solution ne se concrétise sur le terrain. Alors là, cette visite avec Monsieur le ministre, ça nous a permis d'avoir un aperçu du terrain et l'ambassadeur égyptien dans tout État africain, il ne lui est requis en fait de lancer un communiqué ou bien une déclaration sur le soutien de la cause palestinienne ou bien de la cause arabe. Mais ce qui importe, c'est juste de renforcer les liens, de renforcer les relations entre l'Égypte et cet État africain. Et si chaque ambassadeur s'intéresse au renforcement de ces liens, nous pouvons beaucoup faire. Alors, il y a bien sûr en fait des lacunes en matière de la corruption, en matière des réformes structurelles dont on a besoin. Il y a également les séquelles de la colonisation. Les 3 États qui ont donc le Sahel, les pays
pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina, qui ont essayé en fait de se détourner contre l'Occident. On a trouvé que ces pays ont été ravagés par la suite par l'organisation de l'État islamique, le Daesh. Donc, on a besoin d'une infrastructure. Et c'est le point qui a été évoqué par son Excellence Dr Ibrahim Mehleb. Donc, notre but, c'est de réfléchir comment trouver des solutions concrètes pour relever ces défis. Cette séance qui s'étale sur 1 heure, on a besoin en fait de respecter le temps imparti à chaque orateur, à savoir 6 minutes. Et je m'attends à recevoir de la part de chaque intervenant une sorte de prescription ou bien d'ordonnance pour booster le commerce et les relations intra-africaines. Je me rappelle qu'un jeune à Dakar, il fabriquait en fait des appareils électroménagers. Comment pouvons-nous en fait multiplier ce genre de modèles dans notre continent africain? Et je commence par Dr Cherif El-Gabeli. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez en fait mentionné des chiffres clés. Et là, juste puisque en fait le temps presse et vous m'accordez uniquement 6 minutes en ce qui concerne l'industrie en Afrique et comment en fait s'y implanter en Égypte. Il faut comprendre que au niveau de l'industrie égyptienne, on a des lacunes quant à notre présence en Afrique. On trouve qu'il s'agit d'un marché à accès difficile, que ce soit à cause de la corruption ou bien à cause d'autres barrières, d'autres obstacles. Et bien sûr, l'Afrique souffre de problèmes, mais il y a bien sûr des potentialités également, du capital et des richesses considérables. Donc, dans tous les secteurs de la Fédération des industries, nous avons presque une vingtaine de chambres d'industrie égyptiennes. Il y a bien sûr des entreprises qui sont puissantes dans leur secteur ou bien dans leur domaine d'expertise et qui sont présents, mais plutôt sur le marché égyptien, non pas le marché africain. Et l'Afrique peut bien sûr nous offrir beaucoup de choses si on travaille à titre d'exemple sur le domaine comme l'exploitation minière des métaux avec le cobalt, le lithium. Peut-être qu'on aura besoin en fait de ces métaux pour la fabrication des batteries. Donc pourquoi ne pas nouer des partenariats avec des États africains? On a besoin de ce genre de partenariat. Peut-être qu'une entreprise coréenne, à titre d'exemple, va nous offrir des opportunités. Donc, on a besoin de ce transfert de technologie, on a besoin de renforcer davantage la coopération intra-africaine. Et moi, à titre d'exemple, je vois que dans le domaine des industries chimiques, il y a plein de métaux sur lesquels nous pouvons travailler. On a besoin de capter des investissements et on a besoin de fournir des programmes de financement, donc à travers la Banque africaine du développement et à travers également le Afreximbank, la banque d'import-export africaine. Ces deux banques offrent des financements concessionnels. Donc, il ne s'agit pas d'une question de financement, mais il s'agit de se doter d'une volonté politique et de bénéficier du soutien étatique pour aller travailler là-bas. Et dans tout développement, que ce soit économique, touristique, on a besoin d'avoir une autorité compétente, on a besoin d'avoir des banques, une représentation des banques égyptiennes sur la scène africaine. À part le Kenya, vous n'avez pas des banques égyptiennes en Afrique. Au Maroc, on a une seule banque qui dispose de 18 filiales, 18 branches en Afrique, ce qui ancre davantage l'existence et la présence et la représentation du Maroc en Afrique. On a besoin également
d'activer l'entreprise dont on a parlé dans le Parlement pour garantir et cautionner les investissements et l'export. Ce sont des outils dont nous avons besoin. En fait, jusqu'à présent, cette entreprise n'a pas encore été activée, mais ça a déjà été approuvé, mais on attend en fait d'obtenir l'adoption de la part de la Banque centrale égyptienne avec un capital qui s'élève à 600 milliards de livres égyptiennes. Donc, on a besoin également de mettre en place l'accord de la ZLECAf, puisque c'est un accord fondamental dont on a besoin et jusqu'à présent, on ne profite pas de cet accord. Il y a des États qui ont déjà en fait activé cet accord. Il y a des initiatives qui découlent de ce programme, dont l'initiative qui a été lancée au Ghana. Et il y a donc des États qui ont adopté les accords entre eux. Et là, il y a en fait un autre point à signaler, ce que les tarifs douaniers en Afrique sont très élevés. Alors, en ce qui concerne les métaux rares et ces métaux qui se trouvent en Afrique, est-ce que les États africains pourraient en fait miser sur cette question au lieu juste de fournir des matières premières ou bien des matières brutes à l'Occident pour la fabrication, la production? C'est ce que j'ai mentionné exactement. On a l'expertise, on a besoin du financement de la part des banques africaines. Nous sommes le plus grand actionnaire à la Banque africaine du développement et nous pouvons bien sûr participer à l'industrie des métaux rares et qui sont d'une grande importance dans ce secteur. Et nous sommes prêts. C'est-à-dire que là, il y a une forte demande pour le renforcement de la coopération intra-africaine, mais il y a quand même des lacunes qui se heurtent à la mise en place réelle de cette présence ou bien de cette coopération. Plus vous vous implantez en Afrique, plus vous vous trouvez en Afrique, plus vous allez recevoir de soutien et il faut bien sûr il faut bien sûr être prêt à affronter également des risques. Il pourrait y avoir des gains ou des pertes, mais on a donc l'expertise, mais peut-être qu'il nous manque encore la volonté. Docteur Megid George, alors que vous êtes l'ancien président du Conseil d'exportation des industries médicales et pharmaceutiques, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une forte présence au sein du continent africain et l'Égypte est dotée d'un grand potentiel dans ce domaine. Qu'en est-il de l'état des lieux en matière de santé, en matière médicale et en matière des industries pharmaceutiques? Comment c'est possible d'assurer l'intégration et la complémentarité africaine dans ce domaine? Tout d'abord, lorsqu'on parle de l'Afrique, il faut en fait opter pour la transparence. Nous avons un accord comme celui du COMESA. L'Égypte, quelle est la part de l'Égypte dans cet accord? Ça ne dépasse pas 3%. Même pas 3%, même pas 3%, notre part. Et un des anciens ministres, lors d'une réunion, lorsque j'ai évoqué que notre part ne dépasse pas 3%, il a dit que, mais non, c'est plutôt une trentaine %. Et au bout d'une discussion virulente, il m'a demandé d'être précis. Mais là, je vous donne vraiment la réalité. Et là, on ne parle pas de l'intercomessa, c'est
c'est-à-dire la coopération entre les pays du COMESA. Et là, dans ce cas-là, il pourrait y avoir une manipulation. Donc, notre but, c'est de ne pas en fait manipuler, de ne pas en fait changer les chiffres, mais il faut être précis et avoir plus de minutie. En ce qui concerne la ZLECAf, j'ai essayé en fait de comparer cette ZLECAf à l'accord de libre-échange européen et qu'en est-il en fait de l'état des lieux entre ces deux zones-là. Il ne s'agit pas d'une question de douane, mais il y a ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas uniquement de l'abolition des douanes, mais il s'agit également d'une question, c'est une question également qui concerne les prescriptions et les normes standards. Là, on n'a pas le même état des lieux, tout comme en Europe. Qu'en est-il de la propriété intellectuelle? Qu'en est-il de la propriété des marques? Même sur le plan du secteur étatique, j'ai beaucoup en fait appelé à la création d'une entente mutuelle, c'est-à-dire que je dis aux États africains que je vais considérer le médicament qui est en fait enregistré ou inscrit à vos listes comme étant un médicament approuvé et inscrit également sur ma liste. Et on a besoin de l'harmonie, on a besoin d'uniformiser et de conjuguer nos efforts. En Afrique, nous avons 54 États avec 54 lois, avec 54 règlements douaniers. Ce sont des barrières. Donc, au niveau des barrières non tarifaires, c'est un élément très important. Deuxièmement, on a la question de logistique. Les États-Unis, en fait, n'ont pu développer leur économie qu'à la suite d'un projet, en fait, qui a créé des liens entre tous les États américains. Donc là, on trouve qu'on n'a pas de voie directe qui lie le continent dans son intégralité. Alors, au niveau du commerce, imaginez-vous la situation. S'il y a un commerçant qui voudrait acheter une marchandise de l'Égypte, tout d'abord, on lui dit que là, vous devez acheter un conteneur tout entier. Numéro 2, on a la question des banques. Où sont les banques qui accordent des financements concessionnels? Dans chaque État africain, toujours, on exige de recevoir 100% des coûts pour garantir qu'on est prémuni de toute fluctuation au niveau de la devise. Et ça prend entre 3 à 4 mois pour l'arrivée de marchandises et ainsi pour assurer le travail. C'est pour cela qu'on a besoin de créer ce qu'on appelle un hub logistique. C'est-à-dire que vous créez, à titre d'exemple, des entrepôts locaux pour les marchandises locales et à la lumière de ces entrepôts, il y a donc le marchand ou bien le commerçant qui vient et qui voit la marchandise dont il a besoin et ensuite il conclut un accord. Et là, je vais appliquer cela à mon entreprise personnelle. On a 12 filiales en Afrique, on utilise la monnaie locale, on a des entrepôts locaux et dans les marchés où c'était difficile d'y accéder, on a créé des usines. C'est-à-dire que votre présence en Afrique est devenue une condition essentielle. Tout d'abord pour renforcer la dimension de votre existence en Afrique et deuxièmement pour satisfaire également votre rôle humanitaire. Là, dans la phase actuelle, on a besoin de bâtir l'industrie et on a une grande base industrielle. C'est pour cela qu'on a commencé ce qu'on appelle des pôles industriels. Au lieu de créer une usine pour chaque entreprise pharmaceutique, on crée ce qu'on appelle un hub ou bien un pôle industriel pour regrouper une trentaine ou bien une quarantaine d'entreprises. C'est-à-dire que ce hub va fabriquer pour un État africain et on passe par un transfert technologique à travers l'implantation des usines. Et au Nigeria, l'entreprise Glapso en fait a fermé son usine à la suite de problèmes qui sont survenus dans cet État africain. C'est
pour cela que, à la suite de décisions d'arrêt des travaux, vous pouvez en fait faire face à des problèmes ou bien à des complications à la suite de cette décision. Mais si vous avez un hub, si vous avez un pôle industriel et si même la moitié de ces entreprises décident de terminer leurs travaux, vous avez l'autre moitié pour pouvoir assurer le travail. Merci. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, vous êtes le bienvenu. Le modèle des relations égypto-sénégalaises est un modèle très distingué, notamment dans le domaine intellectuel. Et comment est-ce qu'on peut prendre ce modèle et le copier dans l'économie, et notamment que le Sénégal a déjà voyé le modèle de l'Égypte pour accéder à l'Occident. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord, permettez-moi d'abord de féliciter la Fondation Aram Hebdo et l'équipe d'Aram pour la tenue de cette rencontre. Donc effectivement, entre l'Égypte et le Sénégal, les relations datent de 1960. L'Égypte a été le premier pays africain à reconnaître l'indépendance du Sénégal en 1960. Donc ce qui fait que les relations sont historiques. Nous avons des relations diplomatiques fortes, politiques, et les relations sont aussi solides sur le plan de la coopération technique, sur le plan militaire, sur le plan religieux. Nous avons au moins plus de 300 ou 400 étudiants à la fondation à Al-Azhar. Donc nous avons également beaucoup de responsables d'Al-Azhar qui sont au Sénégal, il y en a beaucoup. Et les relations sur le plan économique et commercial méritent d'être redynamisées. Depuis quelques années, nous essayons de renforcer ces relations dans le domaine agriculture et nous avons des résultats. Nous avons un programme de blé que nous sommes en train d'expérimenter avec des résultats. Nous avons également sur le plan des infrastructures, sur le plan des packaging, beaucoup d'entreprises égyptiennes maintenant qui sont en joint venture avec des entreprises sénégalaises. Au niveau de Diamniadio, je peux citer au moins plus de 5 ou 7 entreprises égyptiennes qui ont signé des contrats joint venture et ils travaillent ensemble. Et c'est ce partenariat que nous voulons développer. Nous avons eu l'année dernière cette année, la visite du ministre des Affaires étrangères qui est parti à Dakar accompagné d'une trentaine d'hommes d'affaires. Nous avons eu préalablement à cela une mission des hommes d'affaires égyptiens du Conseil des investisseurs, des ingénieurs qui a tenu un forum économique à Dakar. Lors de l'IATF 2023 qui s'est tenu ici en Égypte, nous avons pu faire amener plus de 80 entreprises sénégalaises, entreprises qui ont exposé et 80 entreprises visiteurs professionnels. Et nous avons tenu un forum économique également ici. Donc nous essayons à notre niveau, en rapport avec les organisations patronales, pour développer les relations économiques. Nous voulons quitter les relations politiques diplomatiques pour un peu développer les relations économiques. Et je pense qu'avec la visite du ministre des Affaires étrangères récemment à Dakar, nous avons beaucoup d'espoir pour renforcer cette coopération. Et les perspectives cette année, nous sommes lors du Forum Invest Sénégal qui s'est tenu récemment. Nous avons eu beaucoup d'entreprises égyptiennes qui ont participé, Orascom, Arab Contractor, LCVD. Et nous avons également un bureau de Orascom et nous avons Afrexim Bank. Et à cette occasion, on a eu une bonne délégation de Gafi qui s'est rendue à Dakar. Et il est prévu au cours de cette année la tenue d'un forum économique ici qui sera organisé en rapport entre Gafi et le ministère des Affaires de l'économie, qui sera dirigé par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous voulons vraiment renforcer la coopération avec les entreprises égyptiennes. Et nous sommes heureux de constater qu'actuellement, il y a des entreprises égyptiennes qui sont au Sénégal. Et nous sommes en train aussi de développer pour que l'industrie pharmaceutique entre les entreprises égyptiennes et les entreprises sénégalaises puisse se développer, pour qu'ils puissent avoir des partenariats pour développer ce secteur. Dans le domaine également de l'électricité, nous avons LCD également qui est en train de travailler sur un projet de zone économique spéciale, et nous voulons vraiment que la relation entre l'Égypte et le Sénégal soit focalisée sur l'industrie et sur le commerce. Et les perspectives sont prometteurs. Sur le plan politique également, nous voulons que ce processus soit accompagné par la tenue prochaine d'une commission mixte à Dakar, dont nous pensons qu'elle pourrait se tenir au cours de cette année
lors du premier trimestre de l'année 2026. Donc, en conclusion, les relations politiques, diplomatiques sont bonnes, mais nous voulons mettre l'accent sur le partenariat économique et commercial pour faire de l'axe Dakar-Égypte un axe important dans le cadre de l'intégration africaine. Il y avait lors de la rencontre ou bien la visite du ministre des Affaires étrangères le projet de l'Égypte et de Dakar. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui se sont... Ou bien quelles sont les occasions du succès de ce projet? Pour le projet, lors de la visite du ministre, effectivement, il y avait un projet qui a eu lieu. فيما يتعلق بهذا المشروع قد تم افتتاحه وأعتقد أنه يمشي بتؤدى بطريقة جيدة سوف تبدأ الأمور التطبيقية من هذا الشهر وأعتقد أن les installations ont été faites et le projet est très prometteur. D'autant plus que cette année aussi, j'ai noté qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires égyptiens qui vont participer à la foire internationale de Dakar. Parce que j'ai donné beaucoup de visas, au moins plus d'une centaine de visas. Donc ça également ça dénote un intérêt important des hommes d'affaires égyptiens pour la destination Dakar. Mais sachez que ce projet qui a vu le jour lors de la visite du ministre, c'est un projet qui est en cours et ils sont en installation. Et je pense qu'au mois de janvier, il y aura des actions concrètes. Mais le projet est dans une excellente voie. D'autres choses également, nous avons également hier des hommes d'affaires égyptiens qui ont été reçus par le président de la République du groupe Orascom. Et vraiment, ils sont en train d'investir dans l'habitat social en partenariat avec un homme d'affaires sénégalais. Donc les perspectives sont très prometteuses. Je vous remercie infiniment. Le ministre plénipotentiaire Fadel Yacoub pour le COMESA, est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de lueur en ce qui concerne la ZLECAf et comment contribuer l'économie et l'intégration. Et nous avons eu cette idée depuis des décennies. Cependant, nous ne trouvons pas de marché commun et de zone de libre-échange réelle pour dynamiser et redonner de l'élan à notre économie et de l'intégration. Au nom de Dieu, je vous remercie infiniment pour votre question. Au début, je dois exprimer mes estimations et salutations pour la Fondation Al-Ahram. Je vous remercie infiniment pour l'organisation de cette conférence qui s'avère très importante. Je crois, avant de répondre à cette question, il y a beaucoup de participants qui ont ouï dire les enjeux majeurs auxquels fait le continent africain. Il y a beaucoup de participants ont déjà parlé, et notamment l'ancien Premier ministre Ibrahim Mehleb a parlé des défis que relève le continent africain, mais au début, on doit déterminer quelles sont la forme même de ces enjeux. Et comment peut-on traiter à ces enjeux et quel est le rôle de la ZLECAf pour traiter à ces enjeux? Nous avons 5 problèmes essentiels. Je ne veux pas dire des problèmes, ce sont des enjeux ou bien des défis. Le premier, c'est le niveau minime de l'industrialisation en Afrique. Mais le produit de l'industrialisation et du commerce en Afrique est inférieur à 8 milliards de dollars. Les exportations sont à 18%. Il y a beaucoup d'occasions qui sont pertinentes pour préserver la valeur ajoutée. En ce qui concerne la valeur ajoutée, l'Afrique exporte le coton à 11 $ le kilo et importe à 11 $. Et il y a d'autres pays qui exportent le cacao brut moyennant à 1 500 $.
Cependant, il coûte de 23 000 ou bien 25 000 $ le tonne. Ceci reflète la diminution de l'industrialisation en Afrique. L'autre problème ou enjeu, c'est que il y a 8 pays africains qui exportent le même genre de cacao. Nous avons 15 pays africains qui dépendent de l'or en tant que denrée essentielle pour l'exportation locale. Le troisième défi, ce sont les problèmes logistiques. Et je crois que ce défi est l'un des défis majeurs que relève le continent africain, qui est lié étroitement à la géographie africaine. Il y a un défi très grand qui minimise le potentiel économique africain, que ce soit entre les pays africains. Et le problème il y a une personne qui a déjà cité un exemple que l'Afrique possède un trésor très grand de ressources, mais l'infrastructure est très faible, ainsi que les frais pour la transportation vers les pays riverains et côtières est très exorbitante. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de frais qui sont ajoutés sur le coût réel des marchandises. Ainsi que les procédures douanières. Il y a beaucoup de procédures sophistiquées dans plusieurs pays africains. Je ne veux pas déterminer, mais bien sûr, nous savons que les pays africains, pour la plupart, sont des pays en développement. Et il y a aussi les bases de santé et les bases en ce qui concerne les quarantines agricoles sont un défi majeur. Ceci se reflète sur le commerce interafricain. Le commerce ne constitue que 17% ou moins de 17% du commerce international. En Asie, il constitue 55 ou 60%, mais le volume du commerce africain regroupe 17%. L'Afrique regroupe 17% de la population du monde, ne contribue pas de façon très claire. Excusez-moi une minute. Toute cette image nous dit que, en tant que pays, chaque pays à part ne peut pas envisager ces conflits seuls qui s'avèrent des enjeux très, très cruels. Et pour répondre à votre question en ce qui concerne la ZLECAf, 1,3 milliard de personnes vivent sur le continent africain. Ils peuvent contribuer à la solution des problèmes. Nous possédons plusieurs exemples dont le continent africain. Rwanda, par exemple, a déjà fait une sorte de facilitation pour les procédures et s'est transformé dans les mesures de facilitation des travaux de la position 143 à un poste plus avancé. Alors, le COMESA et l'AFCAFTA, ou bien le ZLECAf, qu'on essaye d'appliquer, lors d'une réunion qui a été tenue au Caire, nous avons déjà fixé plusieurs origines et règles de base pour régulariser le textile ainsi que l'exportation, afin de relancer le commerce en Afrique. Il demeure quelques lacunes. Il y a 49 pays qui sont signataires de cet accord, mais les pays qui exécutent réellement les procédures législatives ainsi que les autres instructions qui sont données aux peurs douanières. La dernière chose que je dois dire, c'est que Dr Meghed a dit que les tarifs douaniers
une influence très importante sur le mouvement du commerce. Le commerce, le volume de l'échange économique entre l'Égypte et l'Afrique était minime. Mais en 2000, les exportations vers le Kenya ont redoublé et ont augmenté de façon spectaculaire. C'est pour cela que le marché égyptien, nous consommons le thé, par exemple, de 300 moyennant 300 millions de dollars par an. Le COMESA possède beaucoup de liaisons avec toute l'Afrique. Je vous remercie infiniment. L'ingénieur Abdelatif Aoulama, le PDG de Jumia, veuillez nous donner une esquisse sur comment vous avez envisagé les entraves en tant que modèle de business. Nous essayons d'envisager ces enjeux. Nous essayons de relever ces défis. À Jumia, nous sommes des personnes exécutives. Nous avons des filiales dans 9 pays africains. Nous possédons beaucoup de dépôts, des équipes locales, mixtes. Mon équipe ici à Jumia, Égypte, il y a des membres du Maroc, originaires du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, et mes collègues qui dirigent et gèrent l'opération exécutive sont parmi ces origines. Je crois que c'est une chose très importante d'essayer de puiser des expertises qui se trouvent dans le continent afin de faciliter les comment trouver les solutions et avoir une sorte d'intercommunication entre nous. Les enjeux majeurs, pour la plupart, ont été déjà signalés par mes prédécesseurs, mais il y a un enjeu majeur, la fragmentation de l'environnement organisationnel et aussi législative et de législation, et notamment en ce qui concerne les paiements, parce que ça, c'est un très grand défi pour nous de point de vue financement. Si on a le financement, alors comment relever ces paiements et aussi la valeur, que ce soit pour le business ou les travaux ou bien le consommateur. Ceci requiert d'avoir une sorte d'harmonisation et d'entente pour réaliser cet objectif. À l'est ou à l'ouest, ceci diffère. Il y a aussi une direction pour utiliser les cryptocurrencies qui sont issues de plusieurs banques centrales. Et il y a d'autres pays qui utilisent jusqu'à maintenant les cartes bancaires et les cartes de ATM. Alors, il y a beaucoup de genres pour le paiement, alors ce n'est pas facile, c'est un enjeu majeur. Il y a un autre point, c'est les chaînes d'approvisionnement. C'est un enjeu très grand auquel on a essayé de résoudre afin d'outrepasser les entraves en Afrique, qu'il y a beaucoup de points où ces chaînes d'approvisionnement sont absentes. Parce que ce sont des points lointains. Alors notre système, moyennant des voitures, des véhicules légers ou bien des motos, ceci c'est les véhicules choisis pour livrer les marchandises. Et pour faciliter
Et pour faciliter notre échange avec des points fixes, on essaye de trouver un point qui est un peu dans le milieu. Alors on essaye de fixer un lieu qui est très connu par tout le monde. De point de vue économique, on essaye aussi de minimiser et d'économiser parce que le consommateur essaye de trouver des produits qui ne sont pas exorbitants et très chers. Alors, les prescriptions et les spécifications ne sont pas les mêmes. Ça dépend d'un marché à un autre. Nous avons déjà eu des travaux avec des fabricateurs parce que les producteurs égyptiens se sont orientés vers l'exportation. J'ai travaillé avec beaucoup de noms bien nommés, bien renommés, mais on se demande tous ce que veut l'Afrique. On a déjà porté nos regards sur les demandes de l'Europe, mais maintenant on doit se demander quelles sont les exigences de l'Afrique. Nous sommes sur le terrain, par exemple au Nigeria, on s'aperçoit que ce même réfrigérateur qui est apprécié par ce consommateur, ce n'est pas la même chose au Nigeria, par exemple. Il y avait beaucoup d'expérience avec des producteurs ayant des expertises très très grandes dans ce domaine. Est-ce que cela a besoin de faire une étude du marché pour savoir quelles sont les spécifications et les qualifications que le consommateur veut? Oui, bien sûr. On essaye de stimuler ces études, mais il y a une sorte d'opinion et des préjugés. Alors, on va essayer de présenter ce produit à cette population. Peut-être ils vont l'apprécier. Et ceci doit avoir une sorte d'entente avec les qualifications européennes. Alors, je suis fière de mon produit. C'est pour cela que je ne veux pas risquer. Et aussi, le point de vue de mettre en dépôt, on doit essayer d'outrepasser l'enjeu le plus grave. C'est qu'on ne peut pas faire introduire les producteurs et leur grande base d'essayer d'avoir le courage d'entamer un nouveau domaine. Peut-être nous avons des producteurs qui possèdent déjà une volonté pour avoir la volonté d'entrer dans ce marché, mais d'autres ne l'ont pas. Peut-être on essaye de trouver la théorie ou bien on va essayer de trouver. Dans la tournée africaine, nous avons déjà trouvé plusieurs jeunes gens égyptiens qui originaires d'Al-Gharbiya ou bien d'Al-Sharqiya qui vendent des pots en plastique. Je crois que ce sont des aventuriers parce que parfois ils sont dupés par des personnes. Pourtant, ils ont voyagé à des pays pour essayer de faire un modèle de commerce et qui peut être développé. La dernière intervention, Monsieur l'ambassadeur Medhat Elmi. Donc, à vous de nous expliquer qu'en est-il de l'ordonnance magique pour avoir vraiment de l'industrie et de l'industrialisation en Afrique. Tout d'abord, je tiens à remercier l'institution Al-Ahram pour cette conférence distinguée puisqu'on a besoin d'examiner plein de questions et je prétends avoir travaillé en Afrique pendant une longue période, mais jusqu'à présent, je ne la connais pas à fond. Alors, quant à l'ordonnance magique ou la solution magique, ça commence en fait par la reconnaissance qu'il faut changer un peu les mentalités. L'Afrique subsaharienne, nous croyons tous qu'il s'agit du même climat ou bien des mêmes conditions qui s'appliquent à l'Afrique toute
toute entière. Donc là, durant toute mon expérience et ma carrière auprès du ministère des Affaires étrangères, il faut dire qu'en commençant à travailler en Afrique, il faut prendre en compte les besoins spécifiques de chaque État et de travailler sur la satisfaction de ces besoins. Là, c'est un obstacle. Je considère que l'entreprise a réalisé des progrès au cœur des problèmes. Et on a commencé, en fait, je pense que Dr Cherif l'a déjà mentionné dans son intervention, lorsqu'il a parlé de l'importance de la présence de l'implantation en Afrique. Il faut être présent, il faut être ancré dans l'Afrique. Et là, en tant que société MAG, on a en fait ouvert des bureaux implantés en Afrique. À cela s'ajoute les partenariats noués avec des partenaires nationaux en qui nous avons confiance. Et donc, par la suite, viennent les investissements, les coopérations. Et vous avez également jeté la lumière sur la corruption. Donc, lors de la création de votre réseau, vous savez en fait qui sont les partenaires sur qui vous pouvez en fait compter pour ne pas en fait perdre et pour minimiser les risques. On a commencé en fait dans l'entreprise de MAG par le transfert de la technologie, de la logistique et nos travaux se sont développés peu à peu. On a commencé à importer de la part de ces États. Ensuite, on a abordé le domaine de l'exploitation minière. Et peut-être que les États du Sahel qui se sont soulevés contre le colonialisme, grâce à leur dynamisme, les matières premières étaient en fait acquises presque à 1 sur 100 de leur vrai prix. Et c'est pour cela qu'en collaborant avec cet acteur, on a pris en compte la valeur réelle de manière à avoir une situation gagnant-gagnant. Et c'est le slogan qui doit être en fait encouragé par toute entreprise voulant travailler avec les États africains, surtout dans le domaine du commerce. Et ce sera le catalyseur pour le renforcement de la collaboration, puisque l'objectif principal de chaque société, c'est de bénéficier, mais on ne prend pas en compte en fait que l'autre également doit être gagnant. Mais le fait d'avoir cette perception de la situation gagnant-gagnant, c'est très important. Et on organise en fait des formations pour le renforcement des capacités humaines de manière à rendre notre partenaire ou bien la deuxième partie gagnante également. Et c'est le rôle du gouvernement de favoriser un climat propice et dans un État africain. Et là, je me suis attendue à la présence du Premier ministre, mais actuellement, il est en tournée africaine et moi, même, je m'apprête à une tournée pareille. Donc là, on trouve que les États africains nous demandent toujours des services comme l'opérationnalisation des hôpitaux, à titre d'exemple. Et là, on leur promet de créer des hôpitaux et de leur fournir également des cadres médicaux et paramédicaux. Et on peut ne pas commencer par un hôpital complet, mais on peut commencer par un centre d'excellence, une unité, de manière à concrétiser des efforts de lutte contre une maladie ou bien contre des troubles de santé. Et je pense que l'Égypte a déjà travaillé dans ce sens, mais là, vous parlez de l'Égypte en tant qu'État. Mais là, je parle d'une entreprise appartenant au secteur privé.
Et là, on travaille en collaboration avec une élite médicale qui dirige ce projet d'un point de vue médical, et c'est l'entreprise qui dirige le dossier d'un point de vue administratif et financier. Il y a également des acteurs étatiques qui vont collaborer grâce aux capitaux, et je suis ravie vraiment de voir qu'on discute de tels sujets avec la séance prochaine. Et là, je souligne l'importance de la présence de l'implantation en Afrique. On a un autre problème, c'est les lacunes quant au financement. Et dans ce cadre, je tiens à mentionner Afreximbank. Je vais mentionner un nom, puisque là, il s'agit d'un modèle. C'est le modèle de la banque que vous avez mentionné et qui a 18 filiales, 18 branches. C'est Altijari Wafa. Et c'est une banque marocaine. C'est une banque qui offre beaucoup de soutien. J'étais au Cameroun et j'ai pu, en fait, capter l'intérêt de 55 hommes d'affaires en collaboration avec les autorités de la représentation égyptienne. Mais Altijari Wafa était une banque implantée fortement au Cameroun et bien dans d'autres États africains, et avec la présence de deux filiales ou bien de deux branches d'une même banque dans un même État, ça permet bien sûr de booster davantage la coopération intra-africaine, puisque là, la banque se présente comme un acteur qui garantit et qui cautionne cette collaboration. Là, toujours, on parle de la colonisation occidentale et de ses séquelles. Mais là, la question qui s'impose, est-ce qu'on reproche à l'Occident de prendre à 1 sur 100 du prix véritable des matières premières, ou bien il faut plutôt s'auto-reprocher en tant qu'État africain, puisque là, vous avez la matière première, vous avez la matière brute, mais que vous exportez cette matière pour que ça soit fabriqué ailleurs. Donc, comment vraiment arrêter cette tonalité de reproche, de réprimande, et comment vraiment opter pour un travail sur le terrain en tant qu'Africain. Là, c'est une question très importante. En tant qu'Africain, et là, le problème principal auquel nous nous trouvons confrontés, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'Union africaine. Et là, c'est une entité qui regroupe tous les États de l'Afrique et de laquelle découlent donc d'autres organisations ou d'autres comités pour l'industrie, pour la consolidation de la paix, de la sécurité et d'autres. Donc là, cette Union africaine doit endosser un rôle considérable. Mais malheureusement, en réfléchissant sur l'état des lieux sur le terrain, on trouve qu'il n'y a pas vraiment un rôle concret sur le terrain. Alors, donc, à titre d'exemple, la question du barrage de la Renaissance, on trouve que l'Union africaine n'a pas réagi face à ce dossier. Donc là, il faut regrouper en fait les différents États à travers cette entité, l'Union africaine, puisque c'est le seul acteur apte à regrouper les États africains pour réfléchir ensemble, pour conjuguer leurs efforts. On a le potentiel, mais qu'en est-il de l'impact sur le terrain? Et on a besoin d'activer le rôle qui est joué par l'Union africaine. Il n'y a pas vraiment des résultats concrets sur le terrain. Et là, c'est une union. On trouve qu'une grande part du budget en fait de l'Union africaine, ça provient de l'Union européenne. C'est-à-dire que même au cœur même de votre union, vous ne pouvez pas vous décider ou bien vous déterminer de votre propre destin, de votre propre avenir. Donc là, on a Dr Amani Al-Tawil, et pour quiconque qui suit le développement de la situation en Somalie, on trouve
qu'une grande part des décisions africaines sont décidées, sont déterminées dans des capitales européennes ou occidentales. Donc, auparavant, nous étions armés de la part de l'Union soviétique et on faisait des transactions. Il y avait plein d'exportations à l'époque, à commencer par l'orange, les produits cosmétiques, les parfums, les eaux de toilette, etc., pour obtenir des armes. Donc, une partie intégrante de la coopération internationale, c'est de commencer à ouvrir des portes, à commencer à faire du commerce, à faire des transactions mutuelles avec les États européens, avec les États africains. Donc, à titre d'exemple, on peut parfois adopter un esprit tout comme l'esprit du troc. Donc, à titre d'exemple, avec le Burundi, on va lui dire que moi, je vais prendre de vous des bananes et vous allez prendre une telle autre marchandise, un tel autre produit. Donc, en ce qui concerne l'importation des produits pharmaceutiques en Afrique, 48% des produits importés viennent de la France et de l'Europe et 7% des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que les Africains, avec tout mon respect, arrivent à payer ces prix exorbitants des médicaments? Non. Mais ce qui se passe, c'est qu'on trouve que les fournisseurs des produits pharmaceutiques doivent être inscrits et enregistrés en Europe ou bien auprès de l'FDA aux États-Unis. C'est pour cela qu'on a beaucoup essayé de faire comprendre à l'OMS qu'en travaillant avec un État, vous pouvez compter sur des fournisseurs locaux. Donc, il faut envisager le continent africain tout comme un seul bloc. Et là, le chiffre n'est pas énorme. On parle de 12 milliards de dollars. Merci. Donc, il y a un point à signaler. Sur le terrain, pratiquement parlant, on a ce qu'on appelle l'Afrexim Bank qui a mis en place un système moderne, c'est le paiement en devise locale, en monnaie locale. Et ceci va constituer un tremplin pour le commerce intra-africain. Donc vous exportez, on vous paye par la monnaie locale et ça va activer le commerce. Ce système constituera vraiment un moment charnière s'il est efficacement mis en place. Donc là, c'est un outil qui pourrait nous aider à africaniser le commerce. Mais là, il y a un risque qui pourrait provenir de la part de Trump, puisqu'il a, en fait, il y a des menaces qui pèsent sur le BRICS. Et donc, on va donner au public, on va donner la parole au public pour une question ou deux avant de clôturer cette séance. À vous la parole, monsieur. دكتور حمدي السيسي الهيئة العربية للتصنيع. Donc, je suis de l'autorité arabe d'industrialisation. Là, vous parlez en fait de l'industrie. Et ça fait des dizaines d'années que je travaille dans ce secteur. D'après mon expérience dans l'industrie, elle devrait être divisée en plusieurs facettes. Il y a des facettes stratégiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer des usines tout comme les produits militaires ou bien les avions, les aéronefs, etc. Là, il s'agit en fait d'une collaboration stratégique qui doit être entreprise au niveau étatique et qui doit être prise en compte, prise en charge par les ambassadeurs ou bien les représentants étatiques. En ce qui concerne les usines pharmaceutiques, ça ne peut pas être implanté d'un seul coup. Des centrales hydrauliques, les unités de traitement de l'eau, là, ou bien les produits pharmaceutiques, on trouve que 5000 cubes de l'eau potable, ça pourrait être en fait assuré grâce au transport par un conteneur. Ensuite, c'est à l'État de distribuer cette eau. Il y a également des produits de consommation pour des entreprises comme Jumia, comme Amazon, Noon ou autres qui vendent des produits aux consommateurs directs. Là,
il y a en fait des sondages et à partir de ces sondages ou bien de ces questionnaires, on arrive à déterminer, à identifier les besoins et on arrive à déterminer si un tel produit est vraiment consommé, est vraiment requis ou pas. Donc, à titre d'exemple, ici, on fait la lanterne du Ramadan avec la figurine de Mohamed Salah. Donc, on arrive à travers les sondages de déterminer si ce sera un produit vendu ou pas dans le marché. Et tout dépend des besoins à satisfaire du consommateur. Donc, on a la facette stratégique qui ne peut pas être implantée et qui ne peut pas être transférée. À titre d'exemple, en matière de la fabrication des aéronefs, vous ne pouvez pas réparer les moteurs dans un autre État. Ça ne se fait pas comme ça. Et puisque là, c'est un volet stratégique. Et il y a également des centres d'industrialisation qui dépendent des besoins. On a également des centrales hydrauliques, électriques, des centres de fabrication de frigos, des appareils électroménagers. Vous pouvez transférer l'expertise, vous pouvez transférer la technologie, vous pouvez former le personnel, mais avoir l'usine principale dans votre État, dans votre nation. Docteur Amani. Merci beaucoup, Dr Ahmed. Moi, je trouve que le financement de l'Union africaine, là, il s'agit d'un dossier central auquel nous devons réfléchir. Et vu que tous les panélistes sont déjà expérimentés en matière du travail en Afrique, la Libye, en fait, jouait un rôle dans ce cadre. Comment faire pour activer le rôle de l'Union africaine, puisque le fait d'imposer des restrictions sur l'Union européenne, sur l'Union africaine, puisque son financement dépend de l'Union européenne, cela en fait pose des contraintes. Et nous avons un cas d'étude au Soudan. Donc, comment vraiment préserver l'intégrité de notre Union africaine de manière à activer réellement la coopération intra-africaine. Là, je vous rappelle que ce rôle pourrait être en fait un élément principal de ce qui s'est passé en Libye. Là, peut-être que la solution est beaucoup plus simple. Le point principal qu'il faut prendre en compte en matière du financement, ça réside dans la bonne préparation du projet. C'est-à-dire comment vraiment rédiger, comment faire une étude de faisabilité, comment rédiger vraiment le projet de manière à obtenir l'approbation de la part de la banque. Là, les financements existent, mais là, il ne s'agit pas uniquement de la rédaction du projet, sinon il n'y aura pas de problème. Mais là, ça ne concerne pas uniquement l'élaboration du projet. Bien sûr, l'Égypte dispose d'une grande part dans les institutions financières africaines, tout comme il en est le cas dans la Banque mondiale et d'autres organisations. Les États européens, en fait, arrivent à contrôler ces dossiers puisque ce sont les grands actionnaires. Mais ce dont je parle, c'est que si vous rédigez bien, si vous élaborez bien l'étude de faisabilité du projet, vous pourrez peut-être bénéficier d'un financement. Et là, la question est la suivante. Y a-t-il des ressources financières africaines aptes à financer dans son intégralité les projets africains, loin des financements européens? Oui, bien sûr, il y en a, mais pour pouvoir en fait obtenir l'approbation de la part de la banque, il doit y avoir une étude de faisabilité et des garanties de la part de la banque. Et à cela s'ajoute un dernier point, c'est que la Chine qui lance des projets gigantesques arrive à obtenir des programmes de financement. Il ne s'agit pas uniquement d'élaborer le projet. Oui, il y a deux choses. Lorsqu'on parle de projets, macro-projets, l'infrastructure dépend. Alors, ça dépend du financement international. Le problème est que à quel point la volonté politique
peut soutenir ce projet. Si l'on parle du business ou des affaires interafricaines, les affaires interafricaines, ce qui importe, c'est comment garantir le financement. Si une personne veut prendre un crédit, alors les banques égyptiennes, lorsqu'elles essayent de travailler en Afrique, on leur dit « vous devez avoir des filiales dans les pays africains tout en ayant un accord avec le crédit de chaque pays. » Parce que le commerçant égyptien qui entre chez vous, s'il va payer 100%, alors il va payer seulement un pourcentage pour avoir et déposer un crédit pour avoir les marchandises. Nous avons un problème dans les entreprises d'exportation. Les préfaces ou bien les personnes qui essayent de réviser leur assurance, le minimum, il ne peut pas disposer de plusieurs risques. Alors, lorsqu'on sollicite des crédits de fonds ou de banques locales dans d'autres filiales, que ce soit ici, il est refusé, mais là-bas, il est accepté. Alors, la garantie du crédit pour l'exportation est très importante pour garantir l'efficacité de l'économie interafricaine. J'ai déjà parlé sur ce point, de ce point. Il y a une loi qui a été adoptée et promulguée par le Conseil de députés et il est maintenant en cours d'être appliqué. Oui, bien sûr, il y avait des entreprises qui étaient très faibles, mais je parle de compagnies et d'entreprises qui est parrainées par la Banque centrale et qui possèdent les mécanismes pour travailler avec de l'efficacité dans l'exportation. Mais ce qui importe, c'est de la mise en application de ces législations. On peut demander au président de la Banque centrale si ces législations sont en cours ou pas, sont mises en application ou pas. Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire, nous avons 2 minutes seulement. Oui, en ce qui concerne l'Afrique a passé déjà 60 à 70 ans. Après la fin de la colonisation, elle n'a pas eu l'occasion de se transformer vers une meilleure place pour les valeurs et les chaînes de valeur ajoutées. Et notamment en ce qui concerne les produits de base, l'agenda 2063, il possède 14 projets qui doivent être mis en application, mais aussi l'initiative des produits stratégiques et notamment le domaine minier et l'énergie. Comment est-ce que l'Égypte peut redoubler sa chaîne de valeur dans ces domaines? Ce qui importe, c'est que l'Union africaine n'est pas l'Union européenne. Il y a un grand fossé entre les deux et on doit garantir la volonté politique dans chaque pays. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au terme de cette séance? Je voulais peut-être soutenir une idée que Dr Maguette Georges vient de dire. C'est que je pense qu'il est important pour l'Égypte de faire comme dans certains pays, d'avoir des banques locales dans certains pays et ça va favoriser le commerce et l'intégration africaine pour les entreprises égyptiennes. Merci. شكرا جزيلا لكم جميعا وشكرا للسادة الحضور على هذه الجلسة والسلام عليكم. لازم